le jour où ils ont assassiné le cerveau nazi dans une embuscade brutale. En 1942, Reinhard Heydrich était l'un des hommes les plus redoutés du régime nazi. Il dirigeait la police de sécurité du Reich, contrôlait le renseignement et gouvernait la Bohême et la Moravie. Depuis cette position, sous son commandement, des milliers de personnes furent exécutées et la déportation massive des Juifs vers l'Est fut lancée. Avec un accès direct à Hitler et la liberté d'agir sans supervision, la peur devint une méthode de gouvernement dans les territoires sous son contrôle. Ces décisions modifièrent l'équilibre politique de l'Europe centrale et activèrent des forces qui ne pouvaient pas se montrer ouvertement. Sans le prévoir, ce même pouvoir le plaça au centre d'une opération qui marquerait tout un pays. Comment se déroulèrent la vie et la mort de l'homme le plus puissant sous occupation. Les Sudètes comme prétexte, espionnage croisé et remise d'un pays. Lorsque Hitler commença à mettre en œuvre son projet de domination européenne, les tensions internes du pouvoir allemand débordèrent vers l'extérieur. La rivalité entre l'Abwehr et le SD, entre l'armée régulière et les SS, ne resta pas à l'intérieur des frontières du Reich. Ce choc d'ambition fut particulièrement visible en Tchécoslovaquie, l'un des premiers pays touchés par l'expansion nazie. L'État tchécoslovaque, créé après la chute de l'Empire austro-hongrois, comprenait une large population germanophone installée dans les zones frontalières, aux côtés de l'Allemagne d'Hitler. En 1938, les plaintes de ces Allemands des Sudètes furent utilisées par le régime comme prétexte pour intervenir en Europe centrale. La Tchécoslovaquie n'était pas une cible ordinaire. Elle possédait une armée bien équipée, une industrie moderne et une position stratégique qui en faisait une menace à éliminer avant la Grande Guerre que Hitler avait déjà en tête. De plus, il considérait les terres tchèques comme une partie de l'espace vital allemand perdu par les Habsbourg. En mai 1938, devant des hauts responsables militaires, Hitler clarifia sa décision de détruire la Tchécoslovaquie par une action armée. Himmler et Heydrich devinrent des pièces clés de ce plan. Au cœur de la question des Sudètes se trouvait Konrad Henlein, un professeur de gymnastique à l'apparence anodine qui atteignit la notoriété lorsque la crise économique du début des années 1930 fit exploser le mécontentement des Sudètes. Son objectif initial était d'obtenir une large autonomie face au gouvernement de Prague. Henlein accepta un financement nazi, mais chercha en même temps des soutiens en dehors de l'Allemagne. Grâce à ses contacts avec l'aristocratie terrienne des Sudètes, il établit des liens avec le Foreign Office britannique et fut invité à Londres en 1935 et 1937. Son idée était de jouer avec la montée de l'Allemagne et la peur britannique d'une guerre pour imposer son propre projet. Cette stratégie lui attira la haine des SS. Heydrich le voyait comme un personnage peu fiable et se méfiait de ses contacts avec Londres. Dès lors, il décida d'affaiblir Henlein et de transformer son mouvement en un outil obéissant de l'expansionnisme nazi. Pour y parvenir, Heydrich chercha des alliés au sein de l'aile radicale du mouvement sudète, favorable à l'union directe avec le Reich. Ce secteur était dirigé par Karl Hermann Frank, un libraire borgne de Karlovy Vary qui resterait lié à Heydrich tout au long de sa carrière. Frank combinait intelligence et obsession destructrice marquée par le ressentiment. Son objectif était d'humilier et d'éliminer les Tchèques en tant que peuple, ce qui fit de lui un collaborateur idéal pour les plans des SS. Tout en resserrant les liens avec Frank, Heydrich attaquait Henlein et son entourage. Il l'accusa d'agir comme agent britannique et fomenta des manœuvres contre son leadership. Selon Heinz Jost, responsable du renseignement extérieur du SD, il fut ordonné de surveiller Henlein de façon permanente et un bureau du SD fut ouvert à Dresde. En novembre 1937, Heinz Rutta, l'un des principaux conseillers de Henlein, fut arrêté par la police tchèque pour délits homosexuels et fut retrouvé mort 2 semaines plus tard. Après l'annexion de l'Autriche en mars 1938, Ottmar Spann fut arrêté par la Gestapo et envoyé dans un camp de concentration. Pendant que Heydrich manœuvrait avec Frank, Henlein bénéficiait du soutien de l'amiral Canaris et de l'Abwehr. Canaris soutenait l'autodétermination des Sudètes, mais n'était pas prêt à provoquer une guerre. Il craignait que l'alliance entre Heydrich et les radicaux pousse l'Allemagne dans un conflit pour lequel elle n'était pas préparée. Il tenta donc de renforcer la position de Henlein face à ses rivaux. Cette tâche fut confiée à l'Abwehr Abteilung II, dirigée par le major Helmut Grosskurt.
Grosskurt organisa des dépôts d'armes, rassembla des informations sur les défenses tchèques et forma des groupes de sabotage, tout en recherchant une solution négociée. Bien qu'il obtint certains résultats, au début de 1938, l'équilibre bascula en faveur de Heydrich. Pressé par les radicaux et encouragé par le succès de Hitler en Autriche, Henlein céda. Après une rencontre avec Hitler en mars 1938, il accepta d'exagérer les plaintes des Sudètes pour fournir un prétexte à la guerre. La Tchécoslovaquie affronta cette menace sous la présidence d'Édouard Beneš. Ancien collaborateur de Thomas Masaryk, Beneš avait travaillé pendant la Première Guerre mondiale pour obtenir la reconnaissance internationale de l'État tchèque et succéda à Masaryk en 1935 comme président. Il défendait un État unitaire et refusait de concéder l'autonomie aux Sudètes et aux Slovaques par crainte de la dissolution du pays. Convaincu que la survie dépendait d'une politique étrangère active, il soutint l'utilisation du renseignement comme outil clé. Depuis 1935, le renseignement militaire tchèque était dirigé par František Moravec. À sa prise de fonction, Moravec trouva un service inefficace et ignorant du danger allemand. Il réforma l'organisation, augmenta le budget et orienta tous les efforts vers le Reich. En quelques années, le renseignement tchèque obtint des résultats significatifs et gagna en réputation en Europe. Moravec collabora étroitement avec le service secret britannique. Depuis 1936, le renseignement tchèque fournissait à Londres des informations de haut niveau. Dans ce contexte se distingua un agent clé, connu sous le nom d'A54, qui en 1937 fournit des plans de mobilisation allemande contre rémunération. A54 se révéla être Paul Tummel, membre de l'Abwehr à Dresde, ayant accès à des informations sensibles. Ses motivations restèrent floues, mais ces informations furent cruciales jusqu'à son arrestation en 1942. Malgré ses efforts, Beneš ne parvint pas à mobiliser un soutien international en 1938. Lors de la crise de Munich, la Grande-Bretagne et la France acceptèrent la cession des Sudètes. Beneš fut exclu de la conférence et choisit de ne pas combattre seul. Après sa démission, il quitta le pays et se prépara à l'exil. Le nouveau gouvernement se conforma à Berlin et subordonna sa politique au Reich. Moravec fut surveillé et menacé et décida de transférer le renseignement militaire à l'étranger. Grâce aux informations d'A54 et au soutien britannique, il organisa une fuite secrète en mars 1939, emmenant archives et officiers clés du pays avant l'occupation allemande. Alors que les troupes entraient à Prague, la structure du renseignement tchèque survivait à l'exil. Avec la proclamation du protectorat de Bohême-Moravie et la nomination de Karl Hermann Frank à la tête de la police sous les ordres de Heydrich, le pays fut soumis. Cependant, une résistance commençait à se former à l'extérieur, déterminée à récupérer l'État perdu. Occuper la loi, télégramme volé et commissariat pris. La nomination de Hitler comme chancelier en 1933 ouvrit une voie légale vers le pouvoir et déplaça la politique de la rue vers les bureaux de l'État. Le régime ne serait pas renversé par la force, mais occupé de l'intérieur. Himmler et Heydrich comprirent très tôt que, dans ce nouveau scénario, les SS et le SD étaient encore trop petits pour imposer leurs ambitions seuls. L'avenir passait par la prise de position au sein de la bureaucratie d'État et la conquête d'un point clé pour le modeler comme un outil propre. L'attention se porta immédiatement sur la police, et en particulier sur la police politique, un domaine permettant d'agir en secret et d'appliquer des mesures extraordinaires. En Allemagne de Weimar, il n'existait pas de corps de police unifié, mais un réseau de forces contrôlées par les différents gouvernements régionaux. L'objectif d'Himmler et Heydrich était de centraliser ce système et de le fusionner avec les SS pour créer une force subordonnée directement au Führer. Cet appareil garantirait aux SS une position dominante et pourrait être utilisé contre les ennemis externes comme contre les rivaux internes. En janvier 1933, Heydrich quitta temporairement la direction du SD pour rejoindre l'équipe d'Himmler et se consacrer entièrement à la mise en œuvre de ce plan. La petite organisation de renseignement passa au second plan, tandis que ses créateurs se concentraient sur la capture des leviers du pouvoir étatique. Le chemin ne fut pas simple. Après janvier 1933, le centre de l'action politique se déplaça de Munich à Berlin, où Hitler manœuvrait pour affermir son autorité face aux conservateurs traditionnels qu'il avait portés au pouvoir.
À ce stade, Himmler et Heydrich restèrent en marge. Sans rôle important au sein du parti, ils restèrent en Bavière, tandis que les décisions clés se prenaient dans la capitale. La Bavière n'avait pas encore de gouvernement nazi, et le Premier ministre régional menaçait de résister à toute tentative de destitution, tandis que la police politique continuait de persécuter les nazis. Au début de 1933, la seule offre officielle pour Heydrich fut un poste d'expert en sécurité à la délégation allemande lors de la conférence du désarmement à Genève. L'ambiance diplomatique éveilla en lui un profond mépris pour le système de Versailles et ce qu'il considérait comme la faiblesse de la vieille Allemagne. L'épisode se termina abruptement lorsqu'il fut rappelé après avoir hissé un énorme drapeau à croix gammée sur son hôtel, en défi aux autorités locales. La situation changea après les élections de mars 1933, lorsque le Reichstag adopta la loi habilitante qui élimina les derniers vestiges du système parlementaire et accorda à Hitler un pouvoir presque absolu. Ce n'est qu'alors que le nouveau Führer se sentit suffisamment sûr pour destituer le gouvernement bavarois et imposer un commissaire nazi. Heydrich, désireux de garantir que l'ordre parvienne à destination, prit d'assaut le bureau central des postes et s'empara du télégramme sous la menace d'une arme. Peu après, une caravane de véhicules occupa les bâtiments officiels de Munich, y compris le siège de la police, sans rencontrer de résistance. Le système de sécurité bavarois fut immédiatement réorganisé. Himmler prit la tête de la police politique et Heydrich devint son adjoint. Dès le départ, Heydrich conserva de nombreux fonctionnaires expérimentés au lieu de les purger. Parmi eux se trouvait Heinrich Müller, qui deviendrait plus tard célèbre comme chef de la Gestapo. Cette nouvelle force fut utilisée pour écraser tout foyer d'opposition en Bavière. Dirigeants politiques, syndicalistes et membres de la communauté juive furent arrêtés et envoyés au camp nouvellement créé de Dachau. À la fin de 1933, plus de 16 000 personnes avaient franchi ces barbelés. Beaucoup furent libérés après une courte détention pour diffuser la peur. Himmler, cependant, garda le contrôle du système en refusant à Heydrich l'autorité sur Dachau qui resta aux mains de Theodor Eicke. Depuis la Bavière, Himmler et Heydrich étendirent leur contrôle à d'autres États allemands. La Prusse demeurait le grand obstacle. Là, le pouvoir était aux mains de Hermann Göring, qui renforçait son emprise en contrôlant la police prussienne et créa la Gestapo, la séparant du contrôle légal. Le représentant d'Himmler à Berlin, Kurt Daluege, s'aligna sur Göring. Lorsque Heydrich tenta d'intervenir, il fut expulsé de Prusse sans ménagement. Göring proclama qu'Himmler et Heydrich n'atteindraient jamais Berlin. Les rivalités internes du régime offrirent rapidement une opportunité. Bien qu'Hitler évita de se confronter à l'armée, cette prudence irrita Ernst Röhm, chef des SA, qui exigeait une seconde révolution et aspirait à contrôler les forces armées. Ces ambitions alarmèrent les généraux et Göring. En avril 1934, Göring céda le contrôle de la Gestapo à Himmler en échange du soutien des SS contre Röhm. Heydrich organisa l'opération. Le 30 juin 1934, la purge fut déclenchée. Röhm fut arrêté et exécuté, ainsi que de nombreux dirigeants des SA. L'opération consolida le pouvoir des SS et marginalisa définitivement les chemises brunes. Après la purge, la position d'Himmler et Heydrich se renforça. La Gestapo fut réorganisée à l'échelle nationale et la police fut retirée du contrôle judiciaire. En 1936, Himmler fut nommé chef de toute la police allemande. Heydrich assuma la direction de la police de sécurité. En 1939, toutes ces agences furent regroupées dans l'Office central de sécurité du Reich, renforçant son autorité personnelle. Depuis lors, la police fonctionna comme une arme politique. Elle obtint le pouvoir de détenir sans jugement et la capacité d'envoyer les prisonniers directement dans les camps. Sous la direction de Heydrich, la politique de persécution évolua vers la déportation massive. En 1941, il reçut l'ordre de coordonner la soi-disant solution finale, et en janvier 1942, il présida la conférence de Wannsee. Parallèlement, Heydrich consolida son image au sein des SS comme symbole de dureté et de discipline. Il cultiva la figure du membre d'une élite guerrière, tandis que son caractère était dominé par l'obsession du pouvoir.
Toutes ces capacités furent mises au service d'un système de contrôle et de répression sans précédent, conçu pour soutenir la domination absolue du régime nazi. Londres dans l'ombre, émetteur caché et autorité en jeu. Le premier noyau de renseignement tchécoslovaque en exil fut installé à Rosendale Road, à West Dulwich, sous la couverture d'un petit magasin de radio dirigé par un agent britannique nommé Reg Adams. Ce groupe, connu sous le nom des Premiers 11 de Moravec, travaillait presque exclusivement avec le service secret britannique, le SIS, selon l'accord tacite qui avait permis leur arrivée à Londres. Lorsque le service de renseignement français proposa une coopération étroite, Moravec répondit avec courtoisie, mais ferma toute possibilité. Il n'avait pas oublié ce qui s'était passé à Munich ni l'attitude de la France en 1938. Avec les Soviétiques, il en fut de même, et le contact fut interrompu après la signature du pacte germano-soviétique en août 1939. Moravec ne se considérait pas comme un simple exécutant des ordres britanniques. Il était un nationaliste convaincu que son organisation devait servir une autorité tchèque légitime, orientée vers la restauration de l'indépendance. Il était prêt à collaborer avec les Britanniques, mais pas à leur être subordonné. Pour lui, une seule personne pouvait diriger et donner un sens à un gouvernement en exil, Édouard Beneš. À peine arrivé à Londres, il lui écrivit pour l'informer de sa présence et mettre à disposition tout son personnel. Beneš, ancien président, avait déjà repris la parole publiquement depuis les États-Unis, dénonçant l'occupation nazie de Prague et affirmant que l'indépendance tchécoslovaque n'avait pas été détruite. Il accepta immédiatement l'offre et annonça son transfert à Londres. À la fin de juillet 1939, Beneš s'installa dans une modeste maison suburbaine à Putney, loin du château de Radkany, désormais occupé par le Reichsprotektor allemand. Pourtant, il comptait sur la guerre imminente pour mettre fin à Hitler et permettre la libération de son pays, et il était déterminé à défendre la cause tchèque auprès des Alliés. Dès le départ, la tâche fut difficile. Beneš soutenait que l'agression allemande de mars 1939 avait invalidé l'accord de Munich et que la République continuait d'exister dans ses frontières d'origine. Il affirmait également qu'il restait président malgré sa démission forcée en octobre 1938. Ces positions ne furent pas bien accueillies à Londres ni à Paris. Bien que la Grande-Bretagne et la France ne reconnaissaient pas pleinement la légalité de l'occupation allemande, elles n'étaient pas non plus disposées à annuler Munich ni à le reconnaître formellement. On lui permit de résider à Londres, à condition de ne pas participer à des activités politiques, restrictions levées au déclenchement de la guerre. Entre-temps, de jeunes Tchèques commencèrent à quitter le protectorat pour combattre à l'étranger. Certains traversèrent la Pologne de nuit, d'autres se firent passer pour des Sudètes afin de traverser l'Autriche et rejoindre la Yougoslavie. Beaucoup se retrouvèrent en France, enrôlés d'abord dans la Légion étrangère, puis transférés dans une nouvelle unité tchèque établie à Agde, sur la côte méditerranéenne, sous le commandement du général Ingres. Le traitement reçu de la part du commandement français fut médiocre. Les soldats perdirent leurs uniformes, reçurent du matériel ancien, manquaient d'armes suffisantes et durent même utiliser des sabots en bois. La frustration grandit parmi des hommes qui avaient risqué leur vie pour combattre et se retrouvèrent relégués. En décembre 1939, les Alliés reconnurent un conseil national dirigé par Beneš comme représentant des peuples tchécoslovaques, une formule ambiguë qui évitait de s'engager pleinement dans la restauration de l'État. La position restait inférieure à celle d'autres gouvernements en exil. Les tensions internes augmentèrent et l'ambiance parmi les exilés devint rude. Le lien avec le Foreign Office était assuré par Robert Bruce Lockhart, ancien diplomate ayant une expérience à Prague et sympathisant de la cause tchèque, mais avec peu d'influence dans la bureaucratie britannique. Beneš et son ministre des Affaires étrangères, Jan Masaryk, firent pression pour obtenir une reconnaissance plus solide, convaincus que cela renforcerait à la fois l'armée et la résistance intérieure. Pendant des mois, leurs efforts restèrent vains et la situation demeura bloquée. L'un des principaux soutiens de Beneš fut Moravec et son réseau de renseignement. Grâce aux émetteurs fournis avec l'aide britannique, il put établir un contact avec la résistance clandestine dans le protectorat, connue sous le nom de mafia. Ce lien lui donnait légitimité politique et un atout clé face aux Alliés. Beneš protégeait jalousement ce canal et utilisa la proximité de Moravec avec les services britanniques pour renforcer sa position dans l'exil.
Une partie des fonds reçus via le SAIS fut discrètement détournée à des fins politiques. Un autre atout décisif fut la source connue sous le nom d'A54, qui fournissait des informations depuis l'intérieur de l'appareil allemand. Bien que Beneš doutât de sa fiabilité absolue, il utilisait ces rapports avec précaution, tenant toujours compte de leur impact à Londres. Pendant la soi-disant « drôle de guerre », certains secteurs britanniques commencèrent à s'intéresser au potentiel d'une résistance tchèque organisée. Le S-S ainsi que des sections de l'armée britannique explorèrent les possibilités de sabotage et de guerre clandestine. Le colonel Colin Gubbins et d'autres officiers maintinrent le contact avec Moravec, transmettant demandes et évaluations stratégiques. Cependant, jusqu'en 1940, l'intérêt resta limité. La chute de la France changea la donne. Avec la Grande-Bretagne isolée, tout allié acquit de la valeur. En juillet 1940, le Special Operations Executive, le SOE, fut créé avec pour mission de favoriser le sabotage et la subversion en Europe occupée. Dans ce contexte, la cause tchèque gagna en importance, et peu après, la Grande-Bretagne reconnut le gouvernement provisoire tchécoslovaque. Beneš accueillit cette nouvelle comme un premier progrès tangible. Après les bombardements sur Londres, Beneš se déplaça à Aston Abbotts, d'où il continua à gouverner avec prudence. Bien qu'il ait déjà obtenu une reconnaissance provisoire, il aspirait à davantage. L'annulation formelle de Munich restait en suspens et était cruciale pour ses projets concernant l'avenir du pays. Moravec réorganisa ses communications après la destruction de sa base à Dulwich et établit un nouveau centre dans le Surrey, maintenant le contrôle opérationnel tchèque. Parallèlement, le réseau de renseignement continua à fournir des informations pertinentes sur les plans allemands, y compris l'invasion prévue de la Grande-Bretagne. Dans le protectorat, la résistance coordonnée par l'organisme UVOD restait active malgré les arrestations. Beneš encouragea une stratégie basée sur le sabotage discret, la résistance passive et le renseignement, évitant les actions spectaculaires qui auraient provoqué des représailles. Cette politique permit de préserver à la fois le réseau clandestin et l'autorité du gouvernement en exil, bien que l'équilibre restât fragile et dépendant de facteurs qui allaient bientôt changer avec l'extension de la guerre en Europe de l'Est. Leamington Spa, volontaire choisi pour des missions sans retour. Un jour glacial d'octobre 1940, les 3000 hommes de la brigade tchécoslovaque arrivèrent dans la ville anglaise de Leamington Spa, dans le comté de Warwickshire. Le quartier général, sous le commandement du général Miroslav, s'installa dans une grande maison victorienne au centre du village, tandis que les unités furent réparties dans des casernes et des résidences réquisitionnées aux alentours. Le voyage avait été long et dur du cœur de l'Europe jusqu'à une région inconnue d'Angleterre, et avec l'arrivée de l'hiver, personne ne savait s'il reverrait un jour son foyer. La brigade avait débarqué en Grande-Bretagne 3 mois plus tôt, marquée par l'amertume et le découragement. En mai 1940, les Tchèques avaient été envoyés au combat en France sans préparation ni équipement adéquat et s'étaient retrouvés pris dans l'effondrement de l'armée française. Après la capitulation du 17 juin, de nombreux soldats ayant des familles en territoire français retournèrent à Agde et furent démobilisés. Le reste, exilé ne pouvant risquer de tomber entre les mains de la Gestapo, décida de fuir en Grande-Bretagne pour continuer le combat. Sous les ordres du général Ingres, ces hommes se retirèrent vers la côte méditerranéenne par des routes saturées de réfugiés et de restes dispersés de l'armée française, tandis qu'à Londres, Beneš pressait les autorités britanniques pour obtenir des bateaux d'évacuation. La brigade faillit être abandonnée au milieu du chaos. La situation fut sauvée grâce à l'intervention de Lockhart, qui mobilisa ses contacts à l'amirauté. Les hommes embarquèrent sans leur équipement lourd, mais avec un profond mépris pour la France, qu'ils considéraient responsable d'une double trahison. Munich et la défaite militaire. Depuis le port de Liverpool, les troupes furent envoyées à Cholmondeley Park, près de Chester, pour se réorganiser. L'impact psychologique fut sévère. Régnait une atmosphère chargée de frustration et de défaite qui dégénéra en reproches et conflits internes. Un groupe de soldats accusa la direction politique et militaire de leur situation et demanda sa libération. Au total, 480 hommes refusèrent d'obéir aux ordres. La nouvelle alarma les services de sécurité britanniques, en particulier le MI5,
qui craignait la présence de centaines d'étrangers mécontents à la veille d'une éventuelle invasion allemande. Moravec attribua la mutinerie à l'influence d'éléments communistes, avis partagé par les autorités britanniques, bien que Beneš évita de désigner des responsables directs. Les personnes impliquées furent provisoirement internées puis affectées au Pioneer Corps. Beneš demanda que l'épisode soit passé sous silence afin de ne pas nuire au moral de la brigade et à sa propre légitimité. En août 1940, le gouvernement provisoire signa un accord militaire avec la Grande-Bretagne. Une mission de liaison fut assignée et la force fut réorganisée selon le modèle britannique. Après les incidents initiaux, le moral s'améliora. La brigade n'était pas une unité d'élite, mais représentait une armée de volontaires ayant tout sacrifié pour leur pays. Les soldats étaient animés par deux sentiments principaux. Le premier était le désir de construire une Tchécoslovaquie différente après la guerre, et non simplement de restaurer l'ancien État d'avant Munich. Le second était une haine profonde envers l'Allemagne, nourrie par l'humiliation subie et par la culpabilité d'être en sécurité alors que la population restait sous répression. Ce n'était qu'en combattant et en revenant vainqueur qu'il pourrait revenir avec dignité. Durant l'hiver 1940 et le printemps 1941, cette possibilité semblait lointaine. Cependant, l'occasion d'attaquer l'ennemi commençait à se concrétiser. En avril 1941, une voiture Humber arriva au quartier général de la brigade à Leamington Spa. À son bord se trouvait le major Emil Strankmüller, adjoint de Moravec. Sa mission était de recruter des candidats pour des opérations spéciales. Les critères étaient clairs: patriotisme, maîtrise de soi, discrétion et volonté absolue. Il s'agissait de travail clandestin. Début mai, 36 noms furent proposés. Les candidats furent interviewés et il fut insisté sur le fait que la décision devait être volontaire, compte tenu de la dangerosité de la mission. À la mi-mai, un premier groupe fut envoyé à l'entraînement de parachutisme sur la base aérienne de Wilmslow. Le plan, élaboré avec le SOE, prévoyait d'envoyer des équipes de 3 hommes dans le protectorat pour renforcer les communications et le renseignement. Ces groupes seraient parachutés à l'automne 1941. L'initiative répondait à des besoins politiques clairs de Beneš. Maintenir le contact avec la résistance intérieure, assurer le flux d'informations et conserver le contrôle sur le conseil clandestin UVOD face à l'extension imminente de la guerre. Une tentative précédente de lancer un opérateur radio, l'opération Benjamin, avait échoué en avril 1941 en raison d'une erreur de navigation. Les longues nuits claires du printemps empêchaient de nouveaux vols. L'urgence augmenta lorsque la Gestapo intensifia la répression avant Barbarossa, démontrant la fragilité des communications. L'invasion allemande de l'Union soviétique confirma à Beneš que la guerre s'étendrait. L'avancée rapide allemande causa l'alarme, mais l'entrée de l'URSS transforma le panorama diplomatique. En juillet 1941, Moscou reconnut pleinement le gouvernement tchécoslovaque en exil et déclara l'accord de Munich nul et non avenu. Peu après, la Grande-Bretagne fit de même. Ce progrès eut un prix. Beneš savait qu'il devait contribuer de manière visible à l'effort de guerre allié. Le renseignement ne suffisait plus. La pression monta pour passer à l'action, tant de Moscou que de Londres. Après des semaines d'hésitation, Beneš céda. En août 1941, il fut ordonné de préparer des zones de parachutage et des groupes de réception. Le plan visait des actions limitées, évitant les représailles massives, mais montrant l'engagement envers les Alliés. Entre-temps, en Grande-Bretagne, l'entraînement se poursuivait. Les agents suivaient des cours de parachutisme, de sabotage et de radio. Il n'existait pas de plan d'extraction. Ceux qui seraient parachutés resteraient clandestins jusqu'à la libération ou la mort. Parmi les hommes sélectionnés se trouvaient 2 sous-officiers, Joseph Gapsik et Jan Kubis. Tous deux partageaient une motivation profonde, effacer l'humiliation de Munich et affronter directement l'occupant. Le 16 août 1941, ils quittèrent Leamington Spa pour commencer un entraînement extrême. Ils étaient destinés au sabotage, mais les événements les pousseraient bientôt vers une mission différente qui les unirait irréversiblement au destin de Reinhard Heydrich. Production forcée, rotation de 12 heures et contrôle depuis le château. Alors que les agents de Ben attendaient toujours en Grande-Bretagne, la situation militaire changea brusquement.
Le 5 décembre 1941, l'armée rouge lança une contre-offensive près de Moscou, obligeant les forces allemandes à reculer. Presque simultanément, le conflit s'étendit de manière décisive. Le 7 décembre, le Japon attaqua Pearl Harbor et 4 jours plus tard, Hitler déclara la guerre aux États-Unis. L'Allemagne, incapable d'obtenir une victoire rapide à l'Est, fut contrainte de mobiliser de nouvelles ressources humaines et économiques pour soutenir une guerre prolongée. Face à cette crise, Hitler prit le contrôle direct des opérations militaires et destitua de nombreux hauts gradés. Les généraux furent réduits à de simples transmetteurs d'ordre. L'armée devait se reconstruire en incorporant de nouveaux contingents et en recourant à la main-d'œuvre forcée provenant des territoires occupés. Le 10 janvier 1942, Hitler ordonna d'augmenter au maximum la production afin de rééquiper les forces destinées au front oriental, bien que l'industrie allemande restât largement en deçà des besoins réels. Lorsque la campagne russe commença en juin 1941, Heydrich s'était moqué de ceux qui doutaient d'une victoire rapide. Hitler proclamait que l'ennemi soviétique était au bord de l'effondrement, et Heydrich partageait cette vision, convaincu que les territoires conquis seraient colonisés par le Reich. Cependant, fin novembre, il devint clair que l'opération Barbarossa n'avançait pas comme prévu. Heydrich ne renonça pas à son projet idéologique, mais comprit qu'il devait être reporté. Conscient que son avenir politique dépendait d'impressionner Hitler, Heydrich réagit rapidement. Le protectorat devait s'adapter à une guerre longue par une réorganisation totale de l'économie et de l'appareil politique. Derrière une façade d'autonomie, la Bohême et la Moravie seraient entièrement intégrées à l'économie de guerre du Reich. Depuis toujours, les SS considéraient le gouvernement du protectorat comme un vestige dangereux de l'ancienne indépendance tchèque. À son arrivée à Prague, Heydrich ignora délibérément les ministres tchèques, les laissant désorientés et craignant de finir comme Elias. Il voyait cette incertitude comme une étape nécessaire à la restructuration politique. Le 16 novembre, il informa Bormann que le régime devait être réorganisé pour éliminer progressivement l'autonomie tchèque de l'intérieur. Lorsque Barbarossa s'arrêta devant Moscou, Heydrich passa à l'action. Le gouvernement du protectorat fut transformé en instrument exécutif subordonné au château de Prague. Il ne serait plus un organe pour canaliser les plaintes tchèques, mais une prolongation directe du Reichsprotektor. Dans le nouveau système, les ministres ne délibéraient plus. Ils exécutaient les instructions et ne discutaient que des modalités de mise en œuvre. Un élément central de la réforme fut la création du ministère du Travail et de l'Économie, dirigé par le technocrate allemand Walter Bertsch, qui servait d'informateur pour Heydrich au sein du cabinet. Le ministère de l'Éducation et de la Propagande, dirigé par Emanuel Moravec, fut chargé de la mobilisation psychologique de la population en faveur de l'effort de guerre allemand. Moravec, ancien nationaliste devenu collaborateur, était considéré par Heydrich comme un outil utile. Il devait réformer le système éducatif pour produire des travailleurs plus dociles pour l'industrie allemande. Hacha accepta ces changements sous pression et le nouveau cabinet fut annoncé le 19 janvier 1942. Lors de la cérémonie, le Premier ministre Kressi promit que son gouvernement donnerait tout pour la victoire finale de l'Allemagne. En échange, Heydrich leva la loi martiale à Prague et Brno et libéra certains étudiants emprisonnés depuis 1939, envoyant le message que la collaboration avait ses récompenses. Dans les mois qui suivirent, Bertsch dirigea une réorganisation industrielle profonde. Des entreprises fermèrent ou furent fusionnées et plus de 100 000 travailleurs furent réaffectés via un système de conscription. Depuis la fin de 1941, les Tchèques pouvaient être envoyés travailler n'importe où en Allemagne et des dizaines de milliers furent transférés au Reich. En février 1942, la journée de 8 heures fut suspendue et des rotations de 12 heures furent imposées pour augmenter la production. Les SS avaient un intérêt direct dans ce processus. Himmler étendait depuis des années son empire économique dans le protectorat et le rythme s'accéléra avec Heydrich. Des entreprises liées au SS obtinrent des contrats lucratifs et en mars 1942, Himmler tenta de détourner la production de Skoda vers les Waffen-SS, provoquant un chaos administratif que même Albert Speer dénonça. Pour atténuer l'impact des longues journées, Heydrich fit des concessions superficielles. En avril 1942, la sécurité sociale fut réformée et les prestations augmentées.
Le 1er mai devint jour férié et des vacances et spectacles furent offerts à des travailleurs sélectionnés. La propagande présenta Heydrich comme le défenseur des ouvriers, alors que l'objectif réel était d'augmenter la production. Parallèlement, Emmanuel Moravec lança une attaque contre l'enseignement secondaire. Avec les universités fermées depuis 1939, il s'agissait de réduire l'enseignement moyen et d'instaurer un service jeunesse obligatoire. Tout cela répondait à l'objectif final de Heydrich: germanisation, déportation et extermination. Lors de discours secrets, il expliqua qu'une partie de la jeunesse serait absorbée par l'Allemagne et le reste envoyé à l'Est. Pour cela, un registre racial de la population fut mis en place, camouflé en contrôles administratifs. De nouveaux documents d'identité et examens médicaux fournirent aux SS les données nécessaires. Parallèlement, une réinterprétation de l'histoire tchèque fut promue, destinée à nier l'existence d'une nation propre. Le succès de Heydrich augmenta la pression sur les exilés à Londres. Beneš craignait que la collaboration visible du protectorat ruine toute aspiration future. En décembre 1941, il rompit publiquement avec Hácha et déclara à la BBC qu'il n'existait plus de gouvernement légitime à Prague. Il signa la Déclaration des Nations Unies le 1er janvier 1942, mais comprit que les gestes symboliques ne suffisaient pas. Pour survivre politiquement, il lui fallait passer à l'action. Avec la résistance interne dévastée, les parachutistes devinrent l'axe de tout plan de sabotage. En janvier 1942, de nouvelles missions furent ajoutées, y compris des opérations contre des collaborateurs notoires, et une tentative fut faite pour coordonner une attaque aérienne contre les usines Skoda. Dans ce contexte, le groupe Silver devint le seul lien opérationnel avec le protectorat. Après être atterris au mauvais endroit et avoir surmonté des erreurs initiales, ils réussirent à s'installer à Pardubis et à reprendre les communications avec Londres. Ils signalèrent un climat de terreur, un contrôle policier strict et une surveillance permanente. Malgré les avertissements, Beneš insista pour envoyer d'autres groupes. Une priorité était de localiser Anthropoid, disparu depuis son saut. Le manque de nouvelles suscita l'inquiétude à Londres et Moravec ordonna à Silver de retrouver Gabčík et Kubis. Anthropoid avait survécu par chance. Lors du saut, Gabčík s'était blessé au pied et l'avion les avait largués loin du point prévu. Sans contacts immédiats, ils se cachèrent dans une carrière abandonnée. Un garde forestier découvrit les parachutes et, après avoir admis qu'ils venaient d'Angleterre, ils demandèrent de l'aide. Un meunier lié à la résistance les mit en contact avec Prague, où on leur fournit des refuges et de faux papiers. Le réseau de soutien était dirigé par Ladislav Vanek, connu sous le nom de Jindra. Après avoir vérifié leur identité, il les plaça sous la protection de Jan Zelenka. Grâce à ce réseau, Gabčík et Kubis obtinrent de nouvelles identités, cartes de rationnement et abris. Leur principal refuge fut la maison de la famille Moravec, dans le quartier de Žižkov, où ils restèrent cachés sans jamais révéler l'objectif réel de leur mission. Fin février 1942, Valsík réussit à les localiser et Londres fut informé qu'Anthropoid était toujours actif. Parallèlement, le groupe Silver a repris contact avec Paul Tummel, la source A54, bien que la Gestapo resserra déjà l'étau. Tummel fut arrêté ce même mois et éliminé par les SS. Avec sa chute, les Tchèques perdirent une source clé d'information et la position de Heydrich fut encore renforcée. Dès lors, tous les espoirs de l'exil reposèrent sur le sabotage et l'attentat. La pression monta, Valsík rejoignit le groupe Anthropoid et le temps commença à s'épuiser. Toute erreur pouvait détruire le réseau entier et faire échouer le plan avant son exécution. Suivre la cible, horaire, trajet et une fuite impossible. Lorsque les agents commencèrent à préparer l'opération, la première nécessité fut de recueillir des informations fiables sur Reinhard Heydrich. Il se déplaçait constamment et passait de longues périodes hors de Prague. Sans données précises sur sa routine et ses trajets, il était impossible de fixer un lieu et un moment pour l'abattre. Au début, Gabčík et Kubis tentèrent de rassembler des informations en surveillant la route entre la résidence de Heydrich à Panenské Brezany et la capitale. Ils sortaient avant l'aube et rentraient plusieurs heures plus tard, trempés et couverts de boue après s'être cachés dans des haies et des fossés. Pourtant, leurs observations restaient partielles. Pour compléter le tableau, ils avaient besoin d'informations provenant de l'intérieur.
Bien que le château de Hradčany fût entouré de gardes des SS, la sécurité interne était étonnamment laxiste. Les nazis employaient du personnel domestique tchèque et prêtaient peu d'attention à leurs mouvements. Avec l'aide de Jan Zelenka, les parachutistes furent présentés à František Šafarík, un menuisier travaillant dans l'équipe de maintenance du château. Marié et père d'un jeune enfant, Šafarík fut d'abord effrayé par les questions de ces jeunes inconnus, mais finit par se calmer. Šafarík emmena Gabčík et Kubis sur la place devant le château, près de la porte de Matthias, et leur indiqua la voiture de Heydrich, ainsi que les postes de garde des SS. Pour ne pas se mettre en danger, il évita tout contact direct par la suite et communiqua via des intermédiaires, 2 jeunes femmes que Zelenka avait installées dans un appartement proche. Chaque nuit, Šafarík déposait une note indiquant les déplacements de Heydrich et précisant s'il voyageait seul ou escorté. À l'insu de Šafarík, les parachutistes disposaient d'une seconde source, Joseph Novotny, un horloger chargé de l'entretien des horloges du château, qui pénétrait dans toutes les salles et réparait les horloges pour la garnison allemande, ce qui lui permettait d'entendre des conversations et de recueillir des rumeurs utiles. Des contacts furent également établis à Panenské Brezany, où la famille Heydrich employait du personnel tchèque jugé non dangereux. Avec toutes ces informations, les parachutistes purent reconstituer l'emploi du temps quotidien de Heydrich et commencèrent à chercher un lieu adéquat pour l'embuscade. Il devint vite clair qu'il était impossible de l'abattre au château ou à sa résidence trop protégée. Entraînés pour attaquer un véhicule en mouvement, Gabčík et Kubis concentrèrent leur attention sur les trajets de Heydrich entre Panenské Brezany, Prague et l'aéroport. Sur ces itinéraires, il était plus vulnérable car il voyageait souvent sans escorte. Le problème était de trouver un point adapté sur sa route habituelle. Plusieurs options furent étudiées, mais toutes furent rejetées. Attaquer dans le centre de Prague était trop risqué. La seule alternative viable était la route rurale entre Prague et Panenské Brezany. Après un repérage minutieux, ils choisirent un tronçon boisé où l'action pourrait se terminer avant l'intervention des gardes. L'inconvénient était que la route était rectiligne, permettant aux chauffeurs de conduire à grande vitesse. Pour arrêter la voiture, ils se procurèrent un câble en acier avec l'aide d'un ajusteur d'une usine de Prague. Le plan consistait à le tendre d'un côté à l'autre de la route pour forcer le Mercedes à s'arrêter, puis abattre Heydrich et le chauffeur à coups de feu et de grenades. Le véritable problème était la fuite. Le terrain n'offrait aucune possibilité de se cacher ou de s'échapper, et la zone serait bouclée après l'attentat. Pourtant, les hommes ne pensaient pas mourir s'ils pouvaient l'éviter. Ils avaient entamé des relations en ville, et avec des bicyclettes comme unique moyen de transport, les chances de s'échapper étaient minimes. Ils tentèrent d'améliorer la situation en se procurant une voiture pour la fuite, conduite par Valsík, mais dans la Prague de guerre, cela était quasi impossible. Le plan fut révisé maintes fois, toujours confronté au même obstacle. À ce moment arrivèrent de nouvelles ordres depuis Londres. Le 28 mars, 2 nouveaux groupes furent parachutés. Zinc, destiné à renforcer les communications, et Haute Distance, chargé de déposer une balise pour guider les bombardiers britanniques vers l'usine Škoda. Dès le départ, tout se passa mal. Le mauvais temps désorienta le pilote et les agents furent largués loin de leurs objectifs. Zinc tomba en Slovaquie. Son chef réussit à s'échapper après un affrontement, perdant documents et argent. Un membre atteignit Pardubis, un autre se livra à la police tchèque et fut remis à la Gestapo, révélant le refuge de l'équipe de radio. Haute Distance subit un sort similaire. Un de ses hommes perdit la vie après avoir été localisé et la balise fut découverte et remise aux autorités. Beneš tenta de sauver quelque chose du désastre. Il fut décidé d'impliquer Anthropoid dans une opération contre Škoda. Gabčík, Kubis et Valsík se rendirent à Plzeň avec Opalka. Sans la balise, l'attaque échoua. Les agents revinrent à Prague frustrés d'avoir risqué leur vie sans résultat. Fin avril, d'autres groupes furent parachutés, presque tous pour le sabotage, et presque tous furent capturés ou tués. Le matériel saisi confirma l'échec de la stratégie. Le 21 mai, il fut demandé d'annuler tout nouveau largage. Dans ce contexte, le sens même d'Anthropoid fut remis en question. La résistance craignait des représailles massives et tenta d'arrêter l'opération. Des réunions et messages furent envoyés à Londres, mais l'ordre ne fut jamais explicitement annulé. Le temps, cependant, s'épuisait. Le 26 mai, Heydrich assista à un concert à Prague.
Cette nuit-là, Gapsik et Koubis révisèrent leurs armes. Le lendemain matin, 5 mois après leur arrivée, ils accompliraient leur mission. Septembre 1941 à Prague. Purge, terreur et la cible choisie. La nomination de Reinhard Heydrich comme Reichsprotector intérimaire marqua le début de la phase finale de sa carrière. Ce ne fut pas une décision fortuite, mais le résultat d'une conspiration interne qui fit 2 victimes évidentes. Konstantin von Neurath, le protecteur officiel jugé faible par les SS, et Karl Hermann Frank, dont l'ambition fut utilisée par Heydrich comme instrument pour sa propre ascension. À l'été 1941, alors que les forces allemandes avançaient vers Moscou, Heydrich commença à réfléchir à son futur au sein du Reich nazi. Diriger la police de sécurité ne lui suffisait plus. Il voulait cesser d'être l'exécuteur silencieux du régime et devenir une figure centrale du pouvoir européen. La Bohême et la Moravie constituaient la première marche. S'il montrait qu'il pouvait soumettre les Tchèques, d'autres portes s'ouvriraient dans les territoires occupés de l'Est. Ses ambitions coïncidaient avec les intérêts des SS. Himmler voulait consolider le pouvoir de son organisation face au parti et à l'armée, mais hésitait à libérer Heydrich de son contrôle direct. Dans ce contexte, apparut un allié inattendu, Martin Bormann. Pour Bormann, l'envoyé à Prague servait à affaiblir l'alliance entre Himmler et son subordonné. Tous savaient qu'il s'agissait d'une alliance temporaire. Pour obtenir le poste, Heydrich devait convaincre Hitler que la situation dans le protectorat était critique. Il exagéra délibérément la menace de la résistance tchèque, la présentant comme proche d'une insurrection générale. Des rapports gonflés de sabotage et de troubles créèrent un sentiment d'urgence. Karl Hermann Frank joua un rôle clé dans cette manœuvre. Avec le chef de la police Karl Böhm, il présenta des preuves alarmantes sur la prétendue passivité de Neurath. Frank crut que ce climat le conduirait au sommet du pouvoir à Prague. Il ne comprit pas qu'il n'était qu'un pion dans un plan plus vaste. En septembre 1941, Frank se rendit au quartier général de Hitler avec un dossier contre Neurath. Le 21 septembre, il informa le Führer, persuadé de revenir en tant que nouveau Reichsprotector. Le même jour, Heydrich arriva avec son propre dossier plus détaillé, démontrant son contrôle sur la situation tchèque. Son exposé fut décisif. Hitler conclut que la tolérance avait été interprétée comme faiblesse. Neurath fut écarté sous prétexte de vacances et Heydrich nommé Reichsprotector intérimaire. À son arrivée à Prague le 27 septembre, le protectorat entra dans une nouvelle phase. Le lendemain, le drapeau des SS flottait sur le château de Radkany. 4 jours plus tard, Heydrich exposa son programme dans un discours secret. Une combinaison calculée de terreur et de concessions. Son objectif immédiat était d'écraser toute opposition et d'assurer la production industrielle pour la guerre. L'objectif final était la germanisation totale du territoire. Dès le premier jour, la loi martiale fut instaurée. Des tribunaux spéciaux prononcèrent des condamnations rapides, presque toujours à mort ou à la déportation. Les exécutions ciblaient les officiers retraités, les intellectuels et les leaders naturels de la société tchèque. Entre septembre et novembre, des milliers de personnes furent arrêtées. Avec le temps, Heydrich réduisit les exécutions visibles pour créer l'illusion de la normalité, tandis que la répression continuait en secret. Les réseaux clandestins furent dévastés. Les communications avec Londres furent coupées et les agents nouvellement parachutés capturés en quelques semaines. Fin 1941, la résistance nationale était pratiquement démantelée comme force organisée. Heydrich étendit sa campagne au marché noir, le tenant responsable de la pénurie alimentaire. Il utilisa des exécutions pour crimes économiques afin de gagner un soutien passif et libérer des ressources agricoles. Parallèlement, il combina terreur et incitation matérielle pour les ouvriers des usines d'armement dans le but de dépolitiser la population et de la réduire à l'obéissance. L'offensive toucha également le gouvernement tchèque. Le Premier ministre, Alois Elias, fut arrêté et condamné à mort quelques jours après l'arrivée de Heydrich. Le président Hácha, malade et affaibli, fut poussé à collaborer ouvertement, participant à des campagnes de propagande accusant Londres et Moscou de la violence. Heydrich se félicita de l'avoir gagné pour sa cause. Pendant ce temps, le destin des Juifs tchèques fut scellé. Avant même la conférence de Wannsee, Heydrich ordonna la création du ghetto de Terezín comme étape préalable aux déportations vers l'Est.
Des dizaines de milliers furent envoyés vers les centres d'extermination. Face à cette escalade de la terreur, Londres commença à considérer qu'une réponse visible était nécessaire. C'est ainsi que naquit l'idée d'une action spectaculaire, un assassinat mené par des parachutistes entraînés, présenté comme un acte de résistance nationale. Plusieurs cibles furent envisagées, mais Heydrich représentait le symbole ultime de la terreur nazie. Sa mort aurait le plus grand impact politique. L'opération fut conçue dans le plus strict secret. Beneš ne laissa rien par écrit. Il savait qu'un assassinat provoquerait des représailles, mais la terreur était déjà en marche et la résistance annihilée. À ses yeux, ne pas agir revenait à accepter la disparition politique de la Tchécoslovaquie. La mission reçut le nom d'Anthropoïde. 2 hommes furent sélectionnés, Joseph Gabčík et, après un remplacement pour blessure, Jan Kuby. Ils furent entraînés pour attaquer la voiture de Heydrich avec des armes automatiques et des explosifs. Le plan était simple, tirer dans un virage où le véhicule serait obligé de ralentir. Fin décembre 1941, après des mois de retard, l'opportunité se présenta. Dans la nuit du 28 au 29 décembre, un Halifax décolla d'Angleterre avec plusieurs groupes à bord. Au milieu de la neige et de l'obscurité, les parachutistes furent largués sur le protectorat avec une précision limitée. Peu après 2 heures du matin, Gabčík et Kubis touchèrent le sol gelé de Bohême. Leur mission venait de commencer. Reinhard Heydrich consolidait encore son pouvoir, convaincu que personne n'oserait le défier. Il ignorait que sa sentence était déjà programmée. 10h32, un tir raté et l'explosion décisive. Le matin du 27 mai se leva clair et lumineux. Gabčík et Kubis quittèrent l'appartement des Ogún plus tôt que d'habitude. Ils ne dirent rien de particulier et ne laissèrent aucun signe d'adieu. Chacun portait une vieille mallette. À l'intérieur, dissimulées sous des couches d'herbes fraîches, se trouvaient les armes, la mitraillette Sten, démontée en 3 pièces, et 2 bombes déjà armées. Depuis la pénurie alimentaire de l'année précédente, de nombreux Tchèques ramassaient de l'herbe dans les parcs pour nourrir les lapins, si bien que personne ne s'étonnait de voir quelqu'un transporter ce genre de chargement. Tous 2 portaient des casquettes pour dissimuler la couleur de leurs cheveux. Malgré le beau temps, Gabčík mit un imperméable clair qui lui servirait à cacher ses mains lors du montage de l'arme. Joseph Ogún se rappellerait plus tard les avoir vus calmes. En partant, Gabčík dit naturellement de ne pas s'inquiéter s'ils ne revenèrent pas à l'heure habituelle. Ils prirent le tramway jusqu'à Žižkov, où ils récupérèrent les bicyclettes et attachèrent les mallettes au guidon. Peu avant 9 heures, ils arrivèrent à Holsovice. Ils descendirent de leur vélo et les appuyèrent contre 2 réverbères. Valsík était déjà sur place. Après une brève conversation, il monta la colline et se plaça au bord de la route avec un petit miroir pour donner le signal. Gabčík se baissa, ouvrit la mallette et, protégé par l'imperméable, monta la Sten sans regarder. Il traversa la rue et se plaça près d'une petite butte de gazon, à côté d'un arrêt de tramway. Kubis se tint de l'autre côté du virage, à l'abri d'un réverbère et de l'ombre des arbres. Tout était prêt. À Panenské Brezany, Heydrich termina son petit déjeuner peu avant 9 heures. Son chauffeur conduisit la Mercedes décapotable jusqu'à l'entrée du château. Heydrich tarda à sortir, se promena dans le jardin avec son épouse et joua avec ses enfants. Ce ne fut qu'autour de 10 heures que la voiture partit en direction de Prague. Heydrich était assis devant, à côté du chauffeur. Il n'avait pas d'escorte, comme toujours. Tous 2 portaient uniquement leurs pistolets automatiques. À Holsovice, la circulation diminua. Les tramways montaient et descendaient à la colline. La tension montait. Si Heydrich avait changé d'horaire, l'opération échouerait. Kubis traversa un instant pour parler à Gabčík, mais celui-ci lui fit signe de retourner à son poste. À 10h32, le miroir de Valsík refléta le signal. La voiture était en haut, entamant sa descente. Gabčík avança vers le virage. Kubis sortit l'une des bombes. À ce moment, un tramway montait depuis le pont de Troja. Il n'y avait pas de retour possible. La Mercedes ralentit. Gabčík laissa tomber l'imperméable, leva la Sten et appuya sur la gâchette. L'arme ne tira pas. Elle s'était enrayée. La voiture passa devant lui. Heydrich commit alors son erreur décisive. Au lieu de fuir, il cria au chauffeur de s'arrêter. La voiture freina. Kubis sortit de l'ombre et lança la bombe. Le projectile explosa près de la roue arrière.
des fragments de métal et de garniture furent projetés. La voiture se retrouva enveloppée de fumée. Heydrich et Klein sautèrent de la Mercedes, pistolet dégainé. Klein se rua vers Kubis qui saignait au visage. Heydrich avança en montée vers Gapsik. Kubis réussit à monter sur son vélo et à s'échapper parmi la foule. Klein tenta de l'atteindre, mais son arme se bloqua. Kubis put fuir et atteindre un refuge sûr où il se changea, convaincu que la mission avait échoué. Gapsik rencontra plus de difficultés. Il échangea des tirs avec Heydrich qui se protégea derrière le tramway. Soudain, Heydrich se plia de douleur. La bombe l'avait grièvement blessé. Gapsik en profita et s'enfuit en montant la colline. Klein revint pour aider son supérieur. Heydrich s'effondra près de la voiture. Gapsik se cacha dans une boucherie. Le propriétaire, sympathisant nazi, le dénonça. Klein entra dans le local. Ils se retrouvèrent face à face. Gapsik tira dans les jambes et réussit à s'échapper. Plus tard, il atteignit un autre refuge où il se nettoya les cheveux. Il boitait et était convaincu que la Sten l'avait trahi. Sur le lieu de l'attaque, une femme reconnut Heydrich et demanda de l'aide. Après plusieurs tentatives, il fut transporté en camion à l'hôpital Bulovka. Il arriva conscient peu après 11 heures. Les médecins constatèrent une côte fracturée, le diaphragme endommagé et des fragments incrustés dans la rate. Il fut opéré le jour même. Dans les jours suivants, son état empirait. L'infection se propagea. Le traitement ne put arrêter la septicémie. Dans la nuit du 4 juin, Heydrich mourut. Le dossier médical fut bref et direct, infection de la plaie. Sa mort déclencha des représailles, des exécutions et des raids massifs qui paralysèrent le protectorat. Pendant ce temps, Gapsik et Kubis, cachés avec d'autres parachutistes, comprirent que l'attentat avait réussi, mais que le prix serait dévastateur. Trahison et siège final, du palais Petchek à la crypte inondée. L'homme arrivé nerveusement au palais Petchek fut immédiatement conduit devant Heinz Panwitz, chef de la commission allemande chargée de l'enquête. Il pouvait à peine parler clairement à cause de spasmes et de bégaiements, mais la Gestapo comprit rapidement la valeur de ce témoignage inattendu lorsqu'il fut capable d'identifier parmi une vingtaine de mallettes identiques celle de Joseph Gapsik. Il l'a reconnue grâce à une déchirure visible sur le côté. Selon le rapport de l'interrogatoire, sa déclaration fut considérée comme extrêmement importante dès le départ. Il affirma avoir vu cette mallette avant l'attentat dans l'appartement de la famille Svatos entre les mains d'un agent parachutiste. Il ajouta qu'elle contenait une mitraillette anglaise, arme qu'il connaissait bien. Les descriptions fournies par les témoins concordaient avec cet agent, ce qui porta l'attention des enquêteurs sur Joseph Gapsik, dont le nom de code était Zidenek, ancien résident près de Žilina. Il soupçonna également que le second attaquant était Jan Kubis, connu sous le nom d'Ota Navratil. Ces noms étaient inconnus des Allemands jusqu'alors. Panwitz, surpris par le niveau de détail, soupçonna que l'informateur avait également été parachutiste. À son enregistrement, les agents trouvèrent un objet standard délivré aux membres du SOE. Cela donna lieu à des interrogatoires plus intenses. Plus tard, l'informateur raconta qu'on lui montra des photos de plusieurs parachutistes et qu'il reconnut tous, y compris le lieutenant Pechal, Kolarik, Mix et Guéric, bien qu'il ait nié les connaître au début. Après des coups, il admit les connaître et révéla qu'il avait lui-même été parachuté le 27 mars 1942 près de Telchy, en Moravie. Il affirma s'être livré pour protéger sa famille et parce qu'il était déçu par le gouvernement tchèque en exil. Il ne put conduire directement la Gestapo aux responsables, ignorant leur cachette, mais divulgua plusieurs maisons sûres utilisées par le groupe Jindra. La plus importante était l'appartement de la famille Moravec à Žižkov, point central du réseau. Panwitz ordonna de surveiller les bâtiments et, à 5 heures du matin le 17 juin, la police les investit de manière coordonnée. Les Moravec furent réveillés par des coups violents et des cris en allemand. Pendant la fouille, Madame Moravec demanda à aller aux toilettes. Une fois à l'intérieur, elle s'enferma et ne ressortit jamais vivante. À l'entrée, elle était morte. Son mari et son fils furent extraits en pyjama. Le même jour, Zelenka fut localisée dans son appartement et mourut avant d'être capturée. Faute de résultats, la Gestapo se concentra sur Ata Moravec. Il fut emmené dans les sous-sols du palais Petchek, où il fut torturé pendant des heures. À bout, on l'ivra et lui montra la tête de sa mère dans un bocal. Brisée,
Il révéla qu'elle lui avait dit de se rendre aux catacombes de l'église Saint-Charles-Borromée s'il était un jour en danger. La nuit venue, Panwitz mobilisa les autorités de Prague pour obtenir les plans du temple, sans succès. Un double siège fut alors établi, mobilisant plus de 700 hommes des Waffen-SS avec consigne de capturer les hommes vivants. À 4h10, le 18 juin, des camions transportant des troupes des Waffen-SS arrivèrent à l'église. 5 minutes plus tard, un groupe de la Gestapo entra, accueilli par le sacristain. La nef principale était vide, mais en forçant la grille du chœur, une grenade roula et explosa en bas des escaliers. Des tirs depuis le haut blessèrent un Allemand et plongèrent une partie du temple dans l'obscurité. Les tirs des SS depuis les toits détruisirent les vitres et provoquèrent des incendies dans les ornements de l'autel. Panwitz ordonna le repli pour éviter des pertes par feu ami. Les SS tentèrent de prendre le chœur par l'étroit escalier. Le combat dura 2 heures. Ils trouvèrent finalement 2 parachutistes morts de causes internes et un 3e gravement blessé, Jan Kubis, qui mourut peu après à l'hôpital. Les 2 autres corps appartenaient à Bublik et Opalka. Ne trouvant pas Gabčík, ils interrogèrent le prêtre Vladimir Petrek, qui indiqua l'entrée secrète vers la crypte. Panwitz tenta de négocier la reddition par haut-parleur, promettant un traitement de prisonniers de guerre. Les hommes enfermés répondirent qu'ils étaient tchèques et ne se rendraient pas. On tenta d'inonder la crypte avec les pompiers de Prague. Les tuyaux furent coupés ou refusés sous le feu. Des grenades lacrymogènes furent également utilisées, parfois renvoyées. Lorsque Karl Hermann Frank arriva, il exigea une solution immédiate. Contre l'avis de Panwitz, il ordonna l'assaut. Les troupes progressèrent dans l'eau et le gaz, mais furent repoussées. Finalement, une seconde entrée fut ouverte avec des explosifs. Avant le début de l'attaque, 4 coups de feu retentirent. À l'entrée, les soldats trouvèrent les 4 hommes morts, les tempes percées. Ils avaient choisi de ne pas se rendre et le combat avait pris fin. Les corps furent extraits dans la rue. Parmi les armes retrouvées figuraient les 2 revolvers Colt utilisés pour l'attentat. Gabčík fut identifié sur place. 3 jours plus tard, Bartos du groupe Silver A fut localisé et mourut après une fusillade. Son opérateur radio Potusek fut abattu le 2 juillet. Le village de Lesaki, qui avait caché l'émetteur, fut rasé le 24 juin. Les adultes furent tués et les enfants séparés. Seuls 2 furent jugés aptes à la germanisation. Les représailles continuèrent tout l'été. Entre fin mai et début septembre 1942, plus de 3000 Tchèques furent arrêtés et plus de 1300 exécutés. S'y ajoutèrent les déportations de Juifs et les familles des parachutistes, beaucoup étant assassinés à Mauthausen. Le clergé orthodoxe fut condamné et l'église dissoute dans le protectorat. Karel Kurda reçut 5 millions de couronnes pour sa trahison, adopta la citoyenneté allemande et collabora activement avec la Gestapo jusqu'à la fin de la guerre. Durant le reste de l'occupation, le régime nazi fit de Heydrich un symbole. Des fondations furent créées, des rues renommées et des cérémonies de propagande organisées. En juin 1943, un buste fut inauguré sur le lieu de l'attentat et des timbres à son effigie furent émis. À Berlin, ses funérailles furent présentées comme le plus grand hommage du Reich. Après la guerre, les responsables furent jugés. Karl Hermann Frank fut exécuté en mai 1946, suivi quelques mois plus tard par Kurt Daluege. Kurda fut capturé en 1945 et pendu après avoir déclaré ne pas regretter. Pendant des années, le rôle des parachutistes fut tu et seul un petit mémorial dans l'église rappela leur résistance. Avec le temps, leur histoire réapparut, non comme propagande, mais comme le récit d'une opération qui se termina dans une crypte inondée, avec 4 coups de feu finaux marquant la conclusion de la mission.